Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Cash Confidence. Cette 4e saison, on l'a fait en partenariat avec Bourse-Banque, un partenaire qui partage notre mission. Rendre la finance vraiment accessible et compréhensible pour toutes et tous. Ensemble, nous créons un espace où parler d'argent devient simple, clair et surtout utile pour toutes les femmes qui veulent aborder ce sujet sans tabou. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique clé qui revient à tous les challenges qu'on a pu faire avec Cash Confidence, la retraite. C'est l'objectif d'investissement numéro 1 pour beaucoup de femmes. Et pour répondre à cette question et comprendre concrètement combien est-ce qu'on va toucher à notre retraite, comment est-ce que la retraite est calculée et comment préparer au mieux sa retraite, qu'on soit employé ou freelance, on a trouvé la meilleure invitée, Fanny, qui nous rejoint ici aujourd'hui après un master en ingénierie du patrimoine et une carrière en banque privée. Elle accompagne aujourd'hui les clients de Culture Patrimoine avec une approche qu'on adore, à la fois pédagogique, claire et compréhensible. Bonjour Fanny, merci d'être là avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bonjour à tous. Merci Mariana, merci Anna pour votre invitation aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous et de parler du coup de ce sujet retraite. Pour me présenter et pour présenter Culture Patrimoine, qui on est. Donc nous, on est un cabinet de gestion de patrimoine et multifamily office. Donc notre vocation, c'est d'être l'interlocuteur de référence sur les sujets patrimoniaux de nos clients. Donc, on a 2 grandes caractéristiques, en fait. La première, c'est qu'on est indépendant, donc on détient 100% de notre capital social. Donc ça, pour nous, c'est gage d'un conseil qui est adapté à chaque situation du client. Et deuxièmement, un point important pour nous, c'est qu'on a une approche globale, on a vraiment une vision 360, parce que dans la gestion de patrimoine, tout est lié. Donc vraiment, on va pouvoir accompagner nos clients sur tout ce qui est, retraite, mais aussi investissement financier, immobilier, transmission du patrimoine, je veux céder ma boîte. Voilà, tous ces sujets-là, nous, on sait les traiter, on accompagne nos clients. Donc aujourd'hui, on est une 30aine de collaborateurs, et d'ailleurs, on existe depuis 20 ans. On se développe beaucoup par le bouche-à-oreille positif de nos clients. Donc on accompagne 600 familles, mais on a à peu près 300 recommandations par an. Donc c'est comme ça qu'on se développe. Et pour terminer, je voulais préciser qu'on était société à mission. Et donc notre raison d'être, c'est quoi ? C'est cultiver la sérénité patrimoniale de nos clients et favoriser l'épanouissement professionnel et personnel des collaborateurs. Et donc ça, je pense que ça résume bien en fait qui est Culture Patrimoine. Et moi, plus personnellement, donc Fanny Bastien, je travaille chez Culture Patrimoine depuis 7 ans. Donc, j'accompagne une 50aine de familles dans la gestion de leur patrimoine et je manage aussi une équipe en interne dans la boîte. Génial. Et du coup, pour rentrer déjà dans le vif du sujet, parce que quand on parle de retraite, on se pose beaucoup la question que est-ce qu'en France, la retraite, elle est menacée. Les gens parlent beaucoup de peut-être qu'on n'aura pas la retraite, surtout pour les plus jeunes. Mais justement, quel est un peu comment ça se passe la retraite en France ? Quel est un peu le panorama de la situation actuellement ? Ouais. Pour reprendre un petit peu le panorama, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a 17 millions de retraités sur les 67 millions d'habitants. Et pour te donner un ordre de grandeur, la retraite, c'est à peu près 1 700 € en moyenne en France. Voilà. Aujourd'hui, en France, il y a 2 types de retraites. Tu vas avoir la retraite par répartition, donc celle qu'on connaît tous et on va aussi beaucoup en parler aujourd'hui, et la retraite par capitalisation. Donc la retraite par répartition, en fait, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, je travaille, donc je cotise. Ces cotisations servent en fait à payer la retraite, les pensions de retraite des personnes qui sont aujourd'hui à la retraite. Et moi, le jour où je serai à la retraite, en fait, on va regarder combien j'ai cotisé. Et en fonction de mes cotisations, c'est les actifs au moment où je serai à la retraite qui vont payer mes pensions de retraite. Donc ça, c'est un petit peu le régime aujourd'hui en France, le principe qui est mis en place. Et après, tu as la retraite, on va dire, par capitalisation. Et là, l'idée, c'est un peu de se créer sa propre retraite. Donc, c'est de se dire, toute ma vie, j'ai réussi, soit à mettre de côté, soit à me créer du patrimoine qui me produit des revenus complémentaires pour ma retraite. Et ça peut passer soit par des investissements qui sont vraiment liés, on va dire, ou qui se débloquent à la retraite, comme des plans épargne retraite, comme des Madelins quand on est chef d'entreprise. Voilà, ce type de support. Mais il y a aussi plein d'autres supports pour se créer, on va dire, sa propre retraite. Et donc, pour un petit peu que tout le monde comprenne et reprendre un petit peu les bases, la retraite en France, déjà, je vais parler de la retraite complémentaire et la retraite de base. Donc déjà, je vais commencer par la retraite de base peut-être. La retraite de base, faut savoir qu'il y a plusieurs régimes.
Donc en fait, si par exemple tu es salarié du secteur privé, tu vas cotiser à un régime, donc c'est la CNAV. Par exemple, si tu es indépendant, tu vas cotiser au SSI, à la Sécurité sociale des indépendants. Si tu es agriculteur, c'est à la MSA. Voilà, tu as plusieurs régimes. Okay, et ta retraite, comment elle va se cotiser ? En fait, c'est une formule qui prend en compte donc, ce qu'on appelle le SAM, c'est le salaire annuel moyen. En fait, ça correspond à quoi ? Ça correspond à la moyenne des 25 années où tu as été le mieux rémunéré dans ta carrière. Donc, on va prendre cette première donnée. Il faut savoir que cette donnée, elle est plafonnée par le PASS. Le PASS, c'est quoi ? C'est le plafond de la sécurité sociale. Le PASS, il change tous les ans. Aujourd'hui, au 1er janvier 2025, le PASS, il était de 47 100 €. Donc en fait, même si tu gagnes plus, sur ta retraite de base, en fait, ça va être plafonné à 47 100 €. Okay ? Donc ça, c'est la première partie de la formule. On va multiplier du coup ce SAM fois un taux. Le taux aujourd'hui, il est de 50%. Okay ? Et on va remultiplier par le nombre de trimestres que tu as acquis sur le nombre de trimestres à acquérir pour avoir en fait ta retraite complète, le taux plein. Ça, on appelle ça la durée d'assurance. Okay ? Donc c'est une formule un petit peu grande. Et cette durée d'assurance, d'ailleurs, elle dépend en fait de ton âge de naissance. Aujourd'hui, pour toutes les personnes qui ont moins de 57 ans, il faut avoir 172 trimestres pour avoir en fait la retraite, on va dire, à taux plein. Comment tu valides un trimestre ? Ça, c'est peut-être aussi une question. Pour valider un trimestre, ça va dépendre en fait du nombre d'heures travaillées. Et notamment, par exemple, si tu as travaillé 150 heures au SMIC, ça te permet de valider un trimestre. D'accord ? Donc si tu fais ça 4 fois dans l'année, en fonction du nombre d'heures et du coup du SMIC minimum, ça te permet de valider tes 4 trimestres. Tu peux pas avoir plus de 4 trimestres sur une année. Okay ? Mais par exemple, du coup, si tu es chef d'entreprise, que tu décides, nous on a des clients qui décident pour X raisons de pas forcément se rémunérer, on leur préconise quand même de se rémunérer le minimum pour avoir les 4 trimestres de retraite. Et ça, c'est un petit peu plus de 7 000 €, c'est 7 200 € par an qu'il faut se rémunérer. Au moins, ils ont les 4 trimestres de validés. Donc oui, ça va avoir un impact sur la première partie de la formule, parce que du coup, le salaire moyen sur 25 ans, on prendra que 7 200. Donc peut-être qu'on ne prendra pas cette année-là, qui ne fait pas partie des 25 meilleures années, mais au moins, ça nous permet d'avoir rempli nos trimestres. Okay ? Et du coup, tu peux te verser en décembre tes 7 200 €. T'es pas obligé de faire tous les mois. Ça aussi, on a pas mal de gens qui se posent la question par rapport à ça. Et quand tu es, aussi un point important, quand tu es au chômage, ou alors ton congé mat, ça te permet d'avoir tes trimestres de retraite. Ok ? Et ensuite, je vais vous parler de la retraite complémentaire. Donc ça, c'est l'autre partie de la pension de retraite. Donc là, c'est pareil, il y a plusieurs régimes. Le connu, les salariés, cadres ou non cadres, c'est l'ARGIC, l'ARCO. Par contre, si tu es dans le secteur du public, ça va être l'IRCANTEC, par exemple. Donc là, c'est pareil. Tu peux avoir plusieurs régimes, parce que dans ta vie, tu peux avoir travaillé dans le privé puis dans le public, ou alors tu peux avoir qu'un seul régime de ta retraite complémentaire. Le point commun, en fait, entre tout ça, c'est qu'en fait, ça se calcule sous forme de points. Okay ? Donc en fait, pendant ta carrière, tu as acquis un certain nombre de points, et on va le multiplier par la valeur du point. Okay ? C'est un petit peu ça le principe. Il faut savoir que pour les salariés, aujourd'hui avec l'AGIRC, l'ARCO, donc ça correspond à beaucoup de personnes, principalement en France, il y a une partie qui est payée avec les cotisations salariales, et une autre partie avec les cotisations patronales. Ça, on le voit dans le bulletin de paye. Et donc voilà, la société aussi cotise pour en fait la retraite complémentaire du salarié. Ensuite, je voulais rajouter que dans tous les cas, tu peux aussi avoir des majorations ou des minorations. Par exemple, une majoration, c'est au bout de 3 enfants et plus, tu as 10%. Du coup, aujourd'hui, avec les règles actuelles, tu as 10% du coup, de majoration sur ta retraite. Donc ça aussi, voilà, c'est un point important et qu'il faut, qu'on peut chiffrer par rapport à ça. Top. On va dans tous les cas rendre ça aussi concret que possible par la suite, avec des exemples aussi. Ouais. J'espère, oui, je pense que c'était quand même très très clairement exposé. On a besoin de faire ce rappel sur tout le fonctionnement en amont. On en a pas mal parlé pendant qu'on préparait l'épisode, et c'est une question qui me tient assez à cœur. Le système tel que tu le décris paraît assez égalitaire et bien construit, cependant il y a quand même aussi des inégalités qui peuvent exister entre les hommes et les femmes. Et est-ce que tu pourrais parler des éventuelles pénalités ou des éventuels écarts qui peuvent exister entre les hommes et les femmes, potentiellement dus à des différences de salaire, dus à des congés maternité ou encore dus à des carrières plus hachées en règle générale ?
Oui, bien sûr. Sur la partie, je vais commencer congé maternité peut-être. Donc comme je vous disais, les congés maternité, ça nous permet d'avoir des trimestres de retraite. Donc ça, c'est plutôt bien en France. Et je rajouterais même que quand on a un enfant, qui naît ou qu'on a adopté, d'accord, ça nous permet même d'avoir des trimestres complémentaires. En fait, pour un enfant, on va avoir 4 trimestres qu'on appelle majoration maternité. C'est en fait, c'est la contrepartie en fait d'une éventuelle pénalité sur la vie professionnelle qu'on pourrait avoir, d'évolution, etc. Donc si j'ai un enfant, de manière automatique, j'ai 4 trimestres complémentaires. D'accord ? Et en plus, je peux avoir 4 autres trimestres pour avoir éduqué mon enfant. Donc si j'ai un enfant, je peux avoir jusqu'à 8 trimestres complémentaires. Sachant que les 4 autres pour l'éducation, ils peuvent se partager avec le père. Donc de manière automatique, c'est attribué à la mère. Il faut faire une demande avant les 4 ans de l'enfant pour que le père puisse avoir une partie de ces trimestres. Je connais personnellement personne qui ait fait cette demande avant les 4 ans de l'enfant, mais potentiellement, le père peut avoir du coup 4 trimestres ou une partie des 4 trimestres. Donc, un enfant, ça permet d'avoir 8 trimestres potentiellement. Si on fait une pause, là, c'est sûr qu'on cotise pas, et donc du coup, on va pas avoir, qui dit pas de cotisation, pas de trimestre en plus, et donc pas de retraite. Ça va pas nous permettre on n'a pas cotisé, donc pas d'impact, impact négatif, on va dire, sur la retraite. Donc c'est ça le point à voir. Et comme je te disais, au bout de 3 enfants, tu as cette majoration de 10% qui est pris en compte. Pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, une femme qui gagne, on va dire, 45 000 euros bruts, donc toute sa vie, comme ça on prend le salaire moyen, elle est à 45 000 euros bruts par an. Si elle part à la retraite à 64 ans, elle va avoir à peu près 2200 euros net imposables. Pourquoi là je te parle en net imposable, c'est que la différence de brut net n'est pas le même quand tu es salarié que quand tu es à la retraite. Tu as moins de cotisation. Donc 2200 euros net imposables. Si elle s'arrête, par exemple, 3 ans, et qu'elle n'a pas d'enfant, donc ça ne lui a pas permis d'avoir des trimestres complémentaires, elle va avoir 3 ans sans cotisation. Et donc là, on ne va pas être à 2002, on va plutôt être à 1900 euros de retraite. Okay ? Par contre, si elle s'est arrêtée 3 ans, mais qu'elle a eu 2 enfants, là, ça va lui permettre d'avoir 16 trimestres supplémentaires, d'accord, pour ses 2 enfants, et ça va lui permettre de retrouver ses 2200 euros de retraite. Donc, elle s'est arrêtée 3 ans, elle a 2 enfants, et elle retrouve sa retraite comme si, en fait, elle n'avait pas eu d'enfant ou qu'elle s'était pas arrêtée, en fait. Ok ? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le temps partiel, qui est aussi... il y a un vrai écart, on va dire, entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, il y a à peu près 17% des salariés, je parle bien de salariés en France, qui sont à temps partiel. Et c'est 25%, il y a 25% de femmes qui sont à temps partiel et moins de 10% d'hommes. Donc là, on voit bien qu'il y a un écart hyper important entre les hommes et les femmes sur ce temps partiel. Donc ça peut être un 80%, un 50%. Là-dessus, tu peux quand même être à temps partiel, mais valider tes trimestres de retraite. Tu peux avoir quand même 4 trimestres, on a vu par an. D'accord ? Par contre, ça va avoir un impact sur la première partie de ma formule de la retraite de base, parce que je gagne moins, donc je cotise moins. Donc la moyenne de mes 25 années où j'ai été le mieux rémunérée, c'est sûr que là, ça a un impact par rapport à ça. Donc après, ça a un impact. Si on s'arrête de travailler quelques années, au final, sur la moyenne des 25 années, l'impact, il n'est pas énorme. Par contre, si on a un temps beaucoup plus long où on travaille à mi-temps à 80%, c'est sûr que là, ça va avoir un impact sur le montant de ma retraite. Donc, de base et complémentaire. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, c'était parfait. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Donc, je comprends un peu les possibles pénalités d'arrêter de travailler pendant quelques années et justement l'impact que ça va créer pendant la retraite. Est-ce que c'est possible, du coup, de continuer à contribuer pour ma retraite, même quand je ne suis pas salariée. Donc, par exemple, je prévois, 2, 3 ans, 4 ans, que je ne vais pas travailler parce que je veux avoir des enfants et je ne veux pas avoir cette double casquette de mère et de salarié. Est-ce que c'est possible de contribuer au même niveau que quand j'étais salariée et pour garder un peu ce niveau de retraite à la fin ? Oui, tu vas pouvoir cotiser à des caisses. Après, nous, dans ce cas-là, ce qu'on préconise plutôt, c'est si tu sais que tu vas arrêter de travailler 2-3 ans, si c'est vraiment ça ton objectif, je pense qu'il faut plutôt que tu développes la retraite par capitalisation.
comme j'ai présenté au début. L'idée, c'est de se dire, voilà, je sais que je vais arrêter. Donc, en fait, au lieu de cotiser peut-être dans une caisse de manière, moi, personnelle, je vais plutôt me créer du patrimoine à côté. Et en fait, à la retraite, je vais pouvoir débloqué ce patrimoine, avoir ce patrimoine qui est liquide. Donc, soit ça va être, par exemple, des investissements immobiliers qui vont me permettre d'avoir les loyers et donc du coup de combler ces 200, 300 euros par mois parce que du coup j'ai des revenus à côté complémentaires ou alors plutôt des investissements on va dire financiers qui avec le temps auront produit des intérêts, auront grossi en capital et donc là je pourrais racheter. L'idée en fait c'est vraiment de maintenir le train de vie qu'on a aujourd'hui à la retraite. Nous c'est souvent ça l'exercice qu'on fait avec nos clients parce que leur dire un montant comme ça, ok, tu auras X à la retraite, alors déjà, c'est avec les règles d'aujourd'hui. Peut-être que ça va évoluer. Dans 30 ans, voilà, ça sera peut-être la même tendance, mais il y aura peut-être aussi des évolutions. Mais c'est surtout, vu que c'est compliqué de baisser en niveau de vie, voilà, l'idée c'est de se dire, aujourd'hui j'ai un tel niveau de vie, est-ce que à la retraite, ce train de vie sera maintenu ? Donc peut-être que oui, parce que même si je gagne moins, il y a peut-être le crédit de la résidence principale qui se sera remboursé, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura autre chose qui va rentrer en compte. Mais pour nous, c'est vraiment le début de la stratégie patrimoniale sur la partie retraite pour être sûr que le train de vie soit maintenu. Voilà. Mais c'est hyper intéressant parce que justement, j'allais faire juste un commentaire parce qu'avec Anna, on a fait pas mal de micro-trottoirs à Paris. On a parlé avec beaucoup de gens. Et une femme qui m'a beaucoup marquée, c'est justement, je crois qu'elle avait la quarantaine et elle a dit que justement, elle a commencé à investir parce qu'à un moment, elle s'est dit avec son mari, on va faire les calculs de combien on aurait pour la retraite. Et elle s'est dit, mais en fait, ça va pas. Parce qu'elle savait pas qu'elle allait pas garder le même niveau de vie à la retraite juste avec la retraite de l'État. Donc c'est pour ça qu'elle a commencé un peu à anticiper à une retraite plutôt de capitalisation par les investissements de côté. Et c'est intéressant d'avoir un peu ce déclic que parfois, si on n'a pas l'information, si on n'a pas eu cette éducation à la maison, à l'école, avec des amis, c'est difficile de franchir un peu le cap. Exactement. Et nous, on le voit... faut savoir que nous, on n'a pas de minimum de revenus ou de patrimoine pour être client chez nous. Donc, on a vraiment tout type de clients. Et on le voit, même justement, les clients qui gagnent beaucoup d'argent, la retraite, l'impact, on va dire, entre leur salaire aujourd'hui et la retraite qu'ils vont avoir, étant donné qu'il y a des plafonds sur la retraite de base, des plafonds sur la retraite complémentaire, ou à un moment donné, même si on gagne plus, ça ne nous permet pas d'avoir plus de droits à la retraite. Là, on voit bien que l'écart, il est hyper important. Donc, il est aussi important, bien sûr, quand on a des revenus un petit peu moindres, parce que du coup, dans tous les cas, on a moins de retraite que son dernier salaire, généralement. Mais oui, les gens, c'est pour ça que nous, on essaie d'anticiper ça au mieux, et de se dire, voilà, si on rencontre des personnes un petit peu plus jeunes, peut-être qu'elles peuvent commencer à investir pour penser à leur retraite. Après, je comprends que quand on est jeune, on peut aussi avoir d'autres projets. Ça peut être en concurrence, on va dire, avec d'autres projets de vie. De se dire, voilà, soit je fais pour ma retraite, ou alors soit je peux avoir une résidence principale, fonder une famille. Donc, je comprends que c'est très bien de le faire tôt, dans le sens où on va pouvoir faire peut-être plus de choses, parce qu'on aura le temps, peut-être prendre aussi moins de risques, parce que vu qu'on a le temps, on peut aussi prendre plus de risques si on veut, prendre un petit peu moins de risques, et du coup, l'effort peut-être mensuel, il sera moindre. Par contre, on peut aussi le faire tard, dans le sens où on s'y met bien aussi tard. À 50 ans, on se dit, voilà, j'ai un petit peu tout bâti, là je sais qu'à la retraite j'aurai moins, qu'est-ce que je fais ? Ok, j'ai que 10 ans, donc j'ai peut-être pas 25 ans devant moi. Donc par exemple, si je fais un crédit immobilier pour acheter un patrimoine qui va me produire des loyers, je peux plus emprunter peut-être sur 25 ans. Donc aujourd'hui, ça me demandera plus d'efforts d'épargne que si j'emprunte sur une durée plus longue. Mais en tout cas, on pourra le faire aussi. Voilà, il y a des choses à faire. Pas peu importe l'âge, mais à tout âge, il y a des choses à faire pour penser à sa retraite. Et voilà, j'incite vraiment les gens à commencer au moins quand on est jeune à s'intéresser, à comprendre comment ça fonctionne et à anticiper parce qu'en fait, on ne sait pas combien on va avoir dans 20 ans, dans 30 ans, même si on a chacun notre croyance. Voilà. Et par rapport à ce que tu disais sur... on se projette sur un montant. Justement, si on commence à préparer sa retraite tôt, on ne sait pas forcément exactement combien est-ce qu'on voudrait avoir à sa retraite en étant plus âgé. Comment est-ce qu'on fait pour estimer ce chiffre ? Et aussi, quand on se projette sur ce chiffre-là, quand on est en couple et qu'on a commencé à construire une famille, dans quelle mesure est-ce qu'on prend aussi en compte la retraite de notre partenaire ? Ou est-ce qu'il faut que chacun constitue sa propre retraite ? Est-ce qu'on en constitue une à deux ? Et aussi, plus on le prépare tôt, plus il y a d'incertitudes. Comment est-ce qu'on part à tout ça ? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil là-dessus ?
Moi, ce que j'aime bien faire, déjà, c'est faire, comme je te disais, déterminer le train de vie d'aujourd'hui. Parce qu'on sait que tu vas pas diminuer en train de vie. Et donc même l'augmenter avec le temps. De se dire, bah voilà, à un moment donné, je vais peut-être avoir 1 enfant, 2 enfants ou pas d'enfants. Mais en tout cas, se dire, le train de vie d'aujourd'hui, c'est le minimum. Et si on peut l'augmenter, ça, c'est parfait. Et ensuite, on va calculer avec les règles d'aujourd'hui. Parce que, oui, dans 30 ans, on ne sait pas ce que ça va donner la retraite. Moi, ma croyance, c'est qu'il y aura quand même une retraite par répartition qui sera encore toujours là. Donc, je sais pas le montant, et personne ne sait. Je sais pas à quel âge je vais partir à la retraite, mais bon, on peut se donner quand même avec les règles d'aujourd'hui, quand même une fourchette. Une fois qu'on a fait ça, bah, l'idée c'est de se dire, est-ce que, avec du coup, cette baisse de revenus parce que je serai à la retraite, est-ce que ce train de vie sera maintenu ? Si oui, tant mieux. Sinon, eh ben, comment on fait pour le pallier ? Et donc, généralement, par exemple, s'il te manque 10 000 € par an, et bien en fait, ces 10 000 €, il te faut à peu près un patrimoine productif de revenus de 333 000. Pourquoi je prends 10 333 000 ? C'est assez facile parce que 10 000 € de revenus, en fait, si tu as un patrimoine qui te produit des revenus à peu près 3% par an, donc 3% net de frais de gestion, net de fiscalité, net de charges, donc ça c'est possible, ça va te produire tes 10 000 € qui te manquent. Okay ? Mais du coup, il faut aussi qu'il soit net de crédit si à un moment donné, tu lèves de la dette, etc. Okay ? Donc moi, j'aime bien commencer par ça, de se dire, avec les règles d'aujourd'hui, est-ce qu'il va te manquer pour ton train de vie à la retraite plus tard ? Et on prend toujours un petit peu plus parce que, voilà, on a toujours envie, on va dire, l'objectif, c'est aussi, peut-être, quand on est jeune, d'augmenter le train de vie. Et ensuite, sur ta deuxième partie de question, de se dire, bon, voilà, si on est en couple, comment on raisonne ? Ça, c'est assez personnel. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est quand même se dire, chacun cotise pour sa propre retraite, il faut le rappeler. La retraite, elle est par personne. Une personne a travaillé, elle cotise pour sa retraite. Bien sûr, la pension de retraite, tu peux la partager avec ton conjoint. Comme un salaire, tu peux le partager. Mais il faut savoir que s'il arrive quelque chose, le côté indépendance, il est un petit peu plus... faut l'anticiper par rapport à ça. Mais du coup, on peut calculer, pour le couple, quels sont les impacts, oui, à la retraite, même s'il arrive quelque chose à l'un des deux. Je pense notamment à la réversion de retraite qui existe aujourd'hui en France, peut-être qu'on peut en parler tout à l'heure, mais il y a des choses à anticiper et on peut, sans problème, si c'est dans la philosophie en tout cas du couple, raisonner en couple, mais toujours point d'attention à ce côté indépendant, je pense, qui est important aujourd'hui. Voilà. Parfait, très très clair. Et juste, tu parles souvent des chiffres. Si aujourd'hui on a envie de se projeter pour voir avec l'argent qu'on a aujourd'hui combien on gagne, par quels outils est-ce qu'on peut passer pour pouvoir prévoir sa retraite ? Est-ce qu'il y a des outils en ligne ? Est-ce qu'il y a un peu des aides là-dessus ? Et pour continuer dans la partie concrète, je pense qu'on a un peu préparé quelques cas pratiques, si tu peux juste les partager aussi. Tu vois, d'une personne qui a 30 ans, qui a un salaire de 45 000 par an, qui a quelques investissements pas assez réguliers, combien est-ce qu'elle va toucher ? Et comment est-ce qu'on calcule ça ? Et une personne qui a 45 ans, un salaire à 65K, 2 enfants mariés mais sans investissement, combien est-ce qu'elle va toucher ? Et comment est-ce qu'on fait ces calculs pour qu'en fait tout le monde puisse mieux comprendre ces mécaniques-là ? Oui, bien sûr. Déjà, les personnes peuvent se connecter sur le site Info Retraite ou l'Assurance Retraite, donc c'est vraiment les 2 sites officiels, on va dire, pour commencer à faire des premières simulations si elles le souhaitent, sur le calcul de sa retraite. Il faut créer un espace, ça reprend normalement le relevé de carrière, et tu peux anticiper après, ton évolution salariale. Après, tu peux aussi aller voir des cabinets comme nous, un petit peu, on va dire, indépendants, où là, on va vraiment faire une étude plus poussée avec peut-être des évolutions. Je vais arrêter de travailler quelques années, je sais que je vais avoir une augmentation, donc quel sera l'impact ? Je sais que je vais avoir des enfants, donc tout ça, nous, on peut jouer là-dessus. Est-ce que je fais des rachats de trimestre ? À un moment donné, ça peut être aussi intéressant selon le cas. Donc voilà, tu peux après demander conseil à des sociétés. Et du coup, sur tes 2 cas pratiques, donc je reprends le premier, une personne qui a 30 ans, son salaire, donc 45 000 € brut, elle fait quelques investissements, mais pas forcément réguliers. Aujourd'hui, si cette personne elle a 30 ans, imaginons qu'elle ait fait 5 ans d'études, d'accord ? Parce que ça aussi, du coup, tu commences à travailler un petit peu plus tard. Si Julie, elle veut partir à 64 ans, aujourd'hui, elle n'aura pas son taux plein. D'accord ? Donc, elle aura à peu près, pour te donner un ordre d'idée, 2 200 € de salaire net imposable. Ça prend en compte la retraite de base et la retraite complémentaire. Donc, les 2 calculs que j'ai dit tout à l'heure.
Donc, en fait, elle n'aura pas ces 172 trimestres pour avoir le taux plein. Donc, en fait, à 64 ans, elle pourra partir à la retraite, mais elle n'aura pas validé assez de trimestres. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact sur la formule, avec du coup, moins de pension de retraite. Il faut qu'elle travaille, du coup, pour avoir ces 172 trimestres, donc 1 ou 2 années supplémentaires, où là, du coup, on va passer de 2200 à plutôt 2500 net imposables. Donc, tu vois, le fait de travailler un an et demi complémentaire, selon quand elle a commencé dans l'année, ça te permet quand même d'avoir 300 € net imposables de plus par mois. Donc c'est ça aussi, voilà, 1 ou 2 années parfois en plus ou en moins peuvent avoir un impact hyper important sur le montant de ta retraite de base ou au total, de base et complémentaire. Si un jour, par exemple, aujourd'hui elle n'a pas d'enfant, mais si un jour, par exemple, cette même personne, elle a 3 enfants, ça lui permet du coup d'avoir 3 fois 8 trimestres, donc 24 trimestres en plus. Et là, du coup, à 64 ans, elle atteint le nombre de trimestres nécessaires pour partir au taux plein. Et donc là, on passe plutôt d'une retraite, on avait dit 2200 € à 64 ans, sinon 2500, et là on arrive plutôt à 2650 net imposables. Donc elle s'est pas arrêtée de travailler, mais c'est juste que d'avoir eu les enfants, 3 enfants, la majoration de 10% et les 8 trimestres par enfant, ça lui permet de partir à 64 ans et avoir une pension de retraite plus importante. Et encore une fois, on met tout ça en parallèle avec le train de vie. Est-ce que j'aurai encore des charges importantes ? Est-ce que du coup je dois me créer du patrimoine ? Est-ce que ça me suffit en fait à la retraite ou pas ? Okay ? Et sur ton deuxième exemple, donc Marie, 45 ans, elle gagne 65 000 € par an, elle a 2 enfants et elle est mariée, et elle n'a pas fait du tout d'investissement. Donc elle, c'est la même chose, il lui faut toujours ses 172 trimestres, parce qu'aujourd'hui, elle a moins de 57 ans. Aujourd'hui, si elle a 2 enfants, elle aura plutôt aux alentours de 3 900 € avec les règles actuelles de retraite nette imposable. Et donc ça, c'est grâce aussi à ces 2 enfants, on va dire, qui lui ont permis d'avoir ces trimestres de retraite, mais à 64 ans, elle aura de l'ordre de un petit peu moins de 4 000 € par mois. Ok ? Et donc, c'est un petit peu compliqué de se dire combien tu gagnes, combien tu auras, parce qu'en fonction des salaires, plus tu gagnes, plus la décote va être importante. Et par rapport à ça, juste pour compléter, et du coup, si Julie et Marie commencent à investir, et je sais qu'il y a plein d'investissements possibles et différents, combien est-ce qu'elles peuvent espérer gagner plus par mois sur leur retraite en fonction des différences. Si c'est quelques investissements irréguliers commencés par exemple à 30 ans, combien est-ce qu'elles pourraient potentiellement toucher sur cette retraite, ou si c'est des investissements commencés comme tu le disais tout à l'heure à 50 ans mais très réguliers, de combien est-ce qu'ils pourraient augmenter aussi leur mensualité post-retraite, juste pour pouvoir se projeter sur ce que l'investissement peut apporter en complémentaire et en plus par rapport à la retraite de l'État. Ouais. Du coup, je vais vraiment séparer en deux entre le monde immobilier et le monde financier. Okay, parce que du coup, le monde immobilier, ça, en levant de la dette, ça va être hyper intéressant. Dans le sens où je peux commencer par exemple à 30 ans, j'investis, donc j'emprunte auprès d'une banque, j'achète un appartement, d'accord, qui va me produire des loyers. Les loyers, ça va me couvrir ma mensualité, mais peut-être pas à 100%. Donc ça va peut-être me demander un petit effort d'épargne, peut-être de 100, 150, 200 € selon le projet. Okay, mais du coup, ça va être 200 € sur toute la durée de l'emprunt, 20 ans, 25 ans. Mais après, au moins, je sais qu'à la retraite, je vais avoir le loyer qui va tomber sur cet investissement. Et donc ça, grâce à l'effet de levier, d'utiliser l'argent qui n'est pas le nôtre pour, du coup, se créer son propre patrimoine, ça va nous permettre d'avoir des revenus réguliers. Et ça, c'est hyper important à la retraite. Et après, sur le montant, on est de l'ordre de 4%. C'est bien dans l'immobilier si on a 4% net de frais de gestion sur ton investissement immobilier. Si tu as plus, tant mieux. Mais voilà, si selon les villes, selon où tu investis, etc., d'avoir du 4%, c'est faisable. Et ça te permet du coup d'avoir tes loyers supplémentaires. Okay, et après, je sépare l'autre monde plutôt financier, où là, ça va être possible de faire des versements réguliers sur ce type d'enveloppe, d'accord ? Et ça va pouvoir aussi être plus flexible dans le sens où à un moment donné, finalement, soit j'ai des enfants, soit j'ai plus de charges, soit j'ai des imprévus, je peux peut-être stopper 2-3 ans ces investissements par rapport au monde immobilier où ça me demandera toujours cet effort d'épargne, et réajuster un petit peu plus tard. Là j'ai eu une prime, allez, je peux mettre de côté. Et dans cette prime, il y a peut-être une partie que je mets à moyen terme et une partie que je mets à long terme. Okay, et donc ça va permettre de créer des intérêts. Si tu as du temps, tu peux prendre du risque, et donc là, tu peux partir sur des rentabilités de 6, 7, 8, 10%. Par contre, dès qu'on arrive vers la retraite, moi, ma préconisation, c'est de sécuriser, parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin sur un horizon assez court, 1 an, 2 ans, 3 ans, et donc là, on resécurise le patrimoine par rapport à ça.
Okay, donc moi, j'aime bien séparer entre le montant que j'ai besoin à court terme pour tous les jours, à moyen terme pour se dire, je vais acheter une résidence principale dans 5 ans, et à plus long terme, où là, je sais que je peux prendre plus de risques par rapport à ça. Hyper intéressant et je pense que c'est hyper clair. J'adore l'approche de, si on peut qu'on parle aussi des différents poches de justement le budget quotidien, le budget plus projet, moyen terme et le côté plus long terme, la retraite. Et c'est intéressant de justement pouvoir un peu diversifier ces investissements avec ces différents scénarios et ces différents objectifs en tête. Et en fait, une chose qu'on voit aussi souvent au podcast, lors des challenges et lors des événements qu'on participe, que les femmes, elles ont souvent un peu cette idée de je peux m'intéresser à l'argent, mais quand on parle d'investissement, c'est mon mari qui gère ça, c'est mon copain qui gère ça, c'est lui qui s'intéresse, c'est trop complexe, trop compliqué. Mais justement, quand tu dis la retraite, elle est individuelle, ça fait un peu peur quand on se dit c'est mon mari qui gère ça. Justement, qu'est-ce que se passe en cas de divorce? Qu'est-ce que se passe si je suis pacsée? Est-ce que c'est la même chose qu'être mariée? J'ai les mêmes droits? Est-ce que je peux, récupérer la retraite de mon mari si quelque chose arrive à lui? Donc, quels sont un peu les scénarios, justement, pour le cas de laisser son mari gérer ça et si la vie passe pas forcément comme on a prévu? Ouais. C'est que nous, on le voit dans nos clients, on a beaucoup d'hommes qui viennent en rendez-vous. De plus en plus de femmes, soit qui s'intéressent, soit qui sont là toutes seules aussi. Donc, ce qui fait tout plaisir. Et aujourd'hui, quand t'es marié, quand t'es pacsé, déjà, ça va pas être la même chose. D'accord ? Quand t'es pacsé, il va pas y avoir d'impact sur la retraite. Ça n'apporte aucun droit. Donc, la fin du pacs ou que tu sois toujours pacsé au moment où vous êtes à la retraite, pas d'impact, ok ? Par contre, si t'es marié, d'accord ? Si t'as été marié pendant ta vie et que ton mari, il décède, tu peux avoir ce qu'on appelle la pension de réversion. Donc, c'est-à-dire, c'est une partie de sa retraite qui va t'être versée. Par contre, il y a pas mal de conditions. Il y a des conditions. Dans le sens où toi, tu dois avoir plus de 55 ans, tu dois avoir moins, je crois que c'est à peu près 20 000 euros par an de revenus, si t'es seul. D'accord ? Si t'es en couple, du coup, c'est un petit peu plus. Et le montant, c'est 54% de la retraite de base, 60% de la retraite complémentaire. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui, d'accord ? Je sais pas si dans 30 ans, ça va exister encore. Par exemple, on sait pas, on parle beaucoup de réformes, etc. Ça, c'est peut-être un des points où je compterai pas aujourd'hui forcément dessus. Quand on est un petit peu plus jeune sur cette réversion de retraite. Et en plus, si tu te remaries, après, tu peux pas avoir la retraite complémentaire, par exemple. Ou si ton mari s'est remarié ou a été marié avant toi, là, c'est au prorata entre toi et son autre femme. Donc, si tu t'es marié 2 ans et qu'il a été marié avant pendant 40 ans, tu vas pas avoir non plus toute sa pension de réversion. Okay ? Et ça, c'est en plus quelque chose qu'il faut demander. Les gens, ils ne savent pas forcément. Il faut faire une démarche, c'est pas automatique. Okay ? Donc aujourd'hui, il existe ça. C'est très bien que quand il y a des différences de salaire, ça peut aider beaucoup de femmes. Mais voilà, je pense qu'il faut, encore une fois, se créer sa propre retraite et penser aussi à se sécuriser par rapport à ça. Et quand il y a une très grosse différence de revenus dans le couple, et que du coup, l'un, quand il prépare la retraite, il peut potentiellement mettre plus de côté, il peut davantage diversifier, il peut aussi potentiellement plus investir dans l'immobilier. Et est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, créer des véhicules d'investissement ensemble avec le couple pour un peu construire cette retraite ensemble et plus diversifier ensemble, ou il n'y a pas trop de solutions autour de ça ? Alors après, il y a beaucoup soit l'immobilier, tu peux investir ensemble. Comme ça, tu sais que vous êtes tous les deux propriétaires et donc vous pouvez tous les deux avoir les loyers. Après, souvent, les contrats un petit peu plus retraite des PER, c'est individuel. Par contre, tu désignes un bénéficiaire. Donc, si t'arrive quelque chose, le bénéficiaire, ça va être ta femme. Potentiellement, c'est ce que tu décides. Donc là, ça permet aussi de sécuriser ton conjoint. Si tu veux aussi protéger ton conjoint, ça va passer aussi par, dès que tu fais un crédit, si t'arrive quelque chose, le capital, il va se rembourser. Et donc, du coup, oui, ça fait pas des revenus complémentaires pour ton conjoint, mais ça fait une charge en moins. Et donc, le train de vie, il sera, du coup, peut-être maintenu, même si elle a pas de revenus. Mais quand t'as des écarts comme ça, assez importants entre hommes et femmes, peu importe qui gagne le plus, il y a des choses à faire quand même pour essayer de protéger le conjoint. Donc, l'assurance du crédit immobilier, ça marche très bien.
les contrats type contrat d'assurance vie où on met en bénéficiaire du coup son conjoint, peut-être démembrer la clause bénéficiaire en mettant aussi ses enfants nus propriétaires. Voilà, des choses comme ça permet d'avoir l'argent aussi liquide s'il arrive quelque chose. Si on a tout en immobilier, c'est sûr que le conjoint, s'il doit payer des choses, le temps de vendre des actifs, etc., ça peut être aussi compliqué. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais en tout cas, on peut essayer de structurer ça à deux, et surtout quand on arrive plutôt à des âges... nos clients nous demandent plutôt cette question quand ils sont vers 50 ans que vers 30 ans. Voilà. Mais on peut, à tout âge, on va dire, essayer de trouver des stratégies si on veut protéger l'autre et qu'on sait qu'il y a des fortes différences salariales ou de patrimoine. Et du coup, Cash Confidence, on adore donner des conseils très pratiques pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Elles se disent, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, je commence à avoir peur, il faut que je fasse quelque chose, mais justement, je ne sais pas par où commencer. Quels sont un peu les conseils actionnables si je suis en ce moment en train d'écouter Cash Confidence et je me dis je veux faire quelque chose pour prendre en main ma retraite. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là ? Déjà, je dirais que c'est très bien de commencer à avoir ces questions. Je pense que on peut un peu découper ça selon les âges. Entre peut-être 20 et 30 ans, déjà de s'y intéresser, déjà de savoir comment ça fonctionne, la retraite aujourd'hui, par répartition, par capitalisation. Déjà de savoir ça, je pense que c'est déjà pas mal. Si on veut commencer à mettre un petit peu de côté, c'est très bien. Mais je veux dire, encore une fois, si on est en concurrence avec des projets de vie, on a aussi le temps. Donc, très bien si on a l'opportunité, si on a assez, en fait, de côté pour pouvoir anticiper la retraite. Après, entre 30 et 40 ans, je pense que c'est là qu'on peut commencer à actionner des choses. De se dire, sur mon salaire, peut-être que je peux placer à horizon long terme pour ma retraite une certaine somme. Je me crée du patrimoine indépendant, du coup, de ma retraite de l'État. Ok ? Commencer à lever de la dette, des choses comme ça. Ensuite, 40-50 ans, je pense que là, il faut commencer à se poser des questions plus précises de combien je vais avoir à la retraite, quel est l'impact si je pars à 64, 65, 66 ans, est-ce que je fais des rachats de trimestre ? Ça, c'est aussi une grande question parce que ça coûte un rachat de trimestre, mais en même temps, ça peut être aussi avantageux. En fait, peut-être qu'on peut gagner peut-être que le délai de récupération est assez court et plus tu achètes tôt, moins c'est cher. D'accord ? Mais en même temps, quand tu rachètes des trimestres, c'est déductible de ton revenu imposable. Donc quand tu es dans des grandes tranches marginales d'imposition, généralement c'est plutôt à 40-50 ans que tu gagnes plus qu'à 20 ans, généralement, et du coup tu vas pouvoir avoir un avantage fiscal à ce moment-là plus important, parce que tu seras dans des tranches assez hautes, 41-45%. Donc là, il faut commencer à se poser ce type de questions. Okay ? Et après, à 60 ans et plus, là l'idée c'est de vraiment... la stratégie, elle est dessinée, et donc commencer à actionner, on va dire, les dernières étapes. Je resécurise mon patrimoine parce que je sais que je vais en avoir besoin à horizon 3-4 ans. Je crée tout mon espace, on va dire, assurance retraite est OK. Si j'ai fait des jobs à l'étranger, je commence à récupérer, parce que du coup, mon relevé de carrière, il va avoir des trous, donc je commence à récupérer tous les justificatifs pour que je sois sûre qu'au moment où je demande ma retraite, tout soit OK et qu'on puisse avancer plus sereinement. Et je me permets juste de rajouter, parce qu'on a pas mal parlé du salariat, qui a aussi mentionné les dirigeants et du minimum qu'il fallait se verser. On voit aussi pas mal d'auditrices aussi qui se lancent à leur compte, qui sont soit en freelance, en auto-entrepreneurs, qui sont parfois ont leur société, des SASU, des URL. Dans ce cas de figure-là, est-ce qu'on doit y penser plus tôt ? Et si oui, quelles sont les questions qu'on doit se poser et comment est-ce qu'on s'y prépare ? Forcément plutôt oui, j'ai envie de te dire. C'est sûr que ça va pas avoir le même impact. Après, tu vois, si t'es indépendant, tu vas quand même cotiser avec les cotisations SSI. Et donc ça va dépendre aussi du montant de rémunération que tu vas pouvoir te verser. Donc quand tu commences, après l'idée c'est de se dire, est-ce que je me verse une rémunération ou est-ce qu'en fait je laisse l'argent dans la société ? Et donc là, ça va tellement avoir des impacts sur plein d'autres choses, sur toi, ta propre fiscalité. Si tu laisses dans ta boîte, si tu as créé, comme tu disais, une SASU, une SARL, ça va être quoi l'impact ? Est-ce que je me le sors en rémunération ou en dividende ? Si tu te sors en dividende, tu vas pas avoir du coup de droit pour ta retraite. Tu vas potentiellement payer la flat tax, donc ça te fait pas de droit à la retraite. Donc oui, tu vois, c'est toutes ces questions-là qui sont... C'est une réflexion assez globale pour pas juste penser retraite, il faut penser retraite, mais en fait si ça a un impact très négatif sur une autre partie, sur un autre sujet, sur ta fiscalité ou sur d'autres points,
voilà, il faut connaître les avantages et inconvénients, on va dire, de tous ces points. Mais en tout cas, oui, quand t'es pas salarié, il faut y penser, donc en freelance ou si t'as créé ta boîte, selon le forme juridique, et anticiper ça au maximum. Et l'autre question aussi d'un cas limite un peu lié, désolée, je te donne tous les cas limites comme on arrive en fin d'épisode, c'est aussi, il y a aussi de plus en plus de personnes qui nous écoutent, qui voyagent un peu et qui parfois en fait vont faire 2-3 ans à l'étranger. Est-ce que dans ce cas-là, on peut racheter ce trimestre-là? Est-ce que parfois, si on cotise à l'étranger, on peut ensuite faire valoir ce trimestre en France? Qu'est-ce qui se passe quand on a passé un peu de temps à l'étranger? Ouais, c'est hyper intéressant parce que nous, on le voit de plus en plus. Et alors en fait, ça va dépendre du pays En fait, ça va dépendre du pays où tu as travaillé. Donc, il y a des pays, il va y avoir des conventions, en fait, entre la France et chaque pays. Et parfois, ça va te permettre de pouvoir avoir, on va dire, que ça soit compté sur ta retraite française. Par contre, il y a d'autres pays où il va falloir débloquer la retraite dans cet autre pays. Ok ? Parfois, en fait, ça va être un trou dans ta carrière. Si tu as juste, par exemple, voyagé, tu n'as pas cotisé, là, ça va être un trou dans ta carrière. Donc, pour la petite anecdote, nous, je sais que j'ai rencontré une cliente qui était venue nous voir pour la première fois à 6 mois de sa retraite. Elle avait 62 ans. Et en fait, elle voulait un accompagnement pour l'aider justement à passer à la retraite, on va dire. Donc, demander la retraite. Il faut savoir que dans des cas classiques, on demande sa retraite 5-6 mois à l'avance. D'accord ? Et là, on se rend compte qu'en fait, elle avait passé des années à l'étranger, donc 5-6 pays. Donc, en fait, un relevé de carrière avec des trous. Et donc là, je peux te dire que les démarches pour comprendre dans chaque pays les conventions, comment ça se passe, justifier de tous les travails à l'étranger dans les 4-5 pays auxquels elle a travaillé, ça a pris plusieurs mois. Et là, on en rigole parce que ça s'est bien goupillé, mais du coup, elle a pas mis 6 mois à débloquer sa retraite. Ça a pris du coup presque 1 an avant d'avoir, et donc ça, faut l'anticiper. 1 an sans revenu aussi. Voilà. Mais voilà, il y a peut-être des personnes qui se réveillent un petit peu tard en pensant qu'on allait cliquer sur un bouton et qu'on allait avoir notre retraite. Non. Donc quand on part à l'étranger, faut l'anticiper. Et selon les pays, il peut y avoir de l'impact comme pas d'impact parce qu'il y a des conventions avec la France et ce pays. Top. Hyper intéressant, hyper clair. Et merci beaucoup. Je pense que tu as partagé plein de conseils très, très clairs. Et ça aide beaucoup les auditrices et aussi les auditeurs. Alors, pour finir, on a une dernière question à chaque fois on pose parce qu'on a les jeux de cartes qui s'appellent un peu les cartes contre les tabous de l'argent. Donc, il y a plusieurs questions. C'est un peu un jeu de cartes qu'avec Anna, on adore animer des ateliers avec les participants de Challenge ou à des ateliers en entreprise aussi. Est-ce que tu veux répondre à une de ces questions-là pour finir l'épisode? Je peux les lire. Ouais, tu peux choisir la carte. Bon, attention. Moi, j'aime bien la question. Quelle est ta plus grande peur liée à l'investissement et comment pourrais-tu la surmonter? Trop bien. J'aime bien cette question parce que je sais que je l'ai souvent aussi avec des clients où parfois je rencontre des couples et du coup ils n'ont pas le même niveau de risque, ils n'ont pas la même peur et donc je vais avoir la femme qui va être ok pour prendre du risque, elle veut de la rentabilité, elle veut du 10%, elle est ok pour tout perdre ou inversement, et l'autre personne du coup très sécuritaire et de se dire moi j'ai mis des années à bâtir ce capital, qui se pose plein de questions, comment je l'investis, avec quel assureur, quels sont les risques, etc. Et donc j'aime bien déjà comprendre pourquoi chaque personne elle a cette peur. Est-ce que il y a quoi derrière en fait? Qu'est-ce qui justifie cette peur? Et comment en fait trouver un arrangement aussi entre le couple pour que ça corresponde, on va dire, à tout le monde. Et donc moi, c'est qu'on aime bien. Moi, j'aime bien cette partie-là aussi d'accompagner les clients pour que tout ce qu'on leur préconise, ça corresponde en fait et que à ce qu'ils veulent et qu'ils aient pas peur, on va dire, tous les matins en se réveillant de l'investissement qu'ils ont fait et en même temps que ça corresponde à leur objectif. Donc là, quelle est la plus grande peur liée aux investissements? Je pense que oui, ça serait de perdre en fait le capital, peut-être d'une partie qui t'est chère, que tu as reçue par donation, par transmission. Souvent, quand il y a des sommes d'argent qui ont été reçues avec des liens familiaux, ça, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, on va dire. Et comment les surmonter? Je pense que si déjà les personnes comprennent bien l'investissement qu'on propose, parce que je prends cette question comme un investissement, comprennent bien en fait tous les risques et si on arrive à leur trouver, on va dire, la pépite qui leur correspond, je pense que la peur peut vite s'effacer parce qu'à un moment donné, il faut faire aussi quelque chose, il ne faut pas laisser, on va dire,
autant d'argent sur son compte courant, je pense que ce serait pas ma préconisation non plus. Donc voilà, ce côté un petit peu comprendre d'où vient la peur et essayer de trouver un arrangement entre deux personnes qui viennent nous voir avec des peurs différentes, moi je trouve ça hyper intéressant. Top, très très bien. Merci beaucoup Fanny pour tous tes conseils, c'était extrêmement concret, très précis. Je pense qu'on a aussi beaucoup appris. Marina, t'as déjà commencé à cotiser pour ta retraite, c'est bon. J'espère en tout cas que ça a vraiment intéressé la plupart de nos auditrices et merci à toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin de l'épisode. Si on a envie de te retrouver, Fanny, comment est-ce qu'on te retrouve et on te contacte ? Ouais, vous pouvez me retrouver sur le site de Culture Patrimoine, tout simplement. Il y a nos coordonnées en ligne et sur notre site, vous pouvez nous écrire un message et on le recevra et on vous appellera avec plaisir. Souvent, on se prend, quand on nous écrit, avec les personnes, on se prend 1 heure et demie. C'est un rendez-vous sans engagement et l'idée, c'est qu'on se représente, qu'on comprenne leur situation et nous, si on peut leur apporter une valeur ajoutée, on leur dira et on les accompagnera avec plaisir. Top, trop bien, merci beaucoup. Merci du coup à toutes celles qui nous ont écoutés ou regardés, ça c'est la grande nouveauté de cette saison. Et merci encore à nos partenaires Bourse-Banque qui nous ont permis d'avoir ces très très beaux studios et cette super qualité en son et en image qu'on a aujourd'hui. Et notre objectif, j'espère que nous l'avons rempli avec cet épisode, de continuer à réduire les tabous autour de l'argent. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Cash Confidence. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Vous avez aimé cet épisode ? Retrouvez-nous dès maintenant sur Instagram, @cashconfidence avec un S. Vous pourrez y retrouver plein de conseils dans la continuité de tout ce qu'on se dit dans ce studio. À très bientôt.